Est-ce qu'il faut arrêter d'investir dans les énergies fossiles pour accélérer la transition vers les énergies décarbonées ? À court terme, le pétrole et le gaz représentent 80% du mix. Donc si vous arrêtez d'investir, tout ce que vous allez déclencher, c'est une crise énergétique qui sera donc dévastatrice pour l'économie, pour le social, pour tout. Oui, on a acheté il y a quelques années une société solaire qui avait 100 MW, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Elle s'appelait Reden Solar. On l'a revendue 5 ans après, elle faisait 1 gigawatt. Donc on a multiplié par 10 en construisant, en développant. Donc ça, c'est bon pour la planète et c'est bon aussi pour nos finances parce que finalement, le développement est beaucoup plus rentable. Oui, on est propriétaire de l'aéroport de Venise, on l'est toujours. C'est un aéroport qui est évidemment iconique également. Enfin, en tout cas, la ville est iconique, l'aéroport lui-même aussi. Vous avez aussi fait des transports publics à Malaga, par exemple, et il me semble aussi en Angleterre. La complexité financière de ce genre d'investissement, c'est que ça coûte très cher et c'est virtuellement impossible de le rentabiliser juste avec les gens qui payent leur ticket. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finari Talk. Aujourd'hui, on va parler d'une classe d'actifs qu'on n'a jamais abordée sur la chaîne et qui, je pense, n'a jamais été correctement couverte sur les internets. Je parle des infrastructures. Et pour parler de ce sujet qui est relativement complexe, j'ai invité un expert, peut-être le meilleur d'Europe, c'est Vincent Lévita. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent Lévita est un ingénieur diplômé de l'École Polytechnique et de l'ENSAE. Il commence sa carrière par 10 ans de conseil en stratégie, puis arrive chez AXA Investment Manager en 2004. C'est l'un des plus gros gérants d'actifs européens. Il y lance l'activité d'investissement en infrastructure et la développe fortement. En 2008, il décide de sauter le pas et de créer son propre fonds, Infravia. C'est un fonds dédié à l'infrastructure. Ce fonds va devenir progressivement le leader dans son secteur avec aujourd'hui plus de 12 milliards d'euros d'encours et des performances remarquables. Le fonds s'est récemment diversifié en lançant une gamme dans les métaux critiques ou métaux rares dans lequel le gouvernement français a investi plus de 500 millions d'euros pour des raisons stratégiques. Cela montre l'importance et la compétence de Vincent qui est aujourd'hui considéré comme l'un des experts, si ce n'est l'expert absolu, sur les infrastructures en Europe et dans le monde. Comment vas-tu ? Très bien, merci, très heureux d'être là. Bah écoute, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi l'investissement dont tu es le plus fier dans les infrastructures? Celui qui a eu un impact vraiment fort sur la vie des gens. Bon, en fait, nous, on est fiers de tous les investissements qu'on a fait. On en a fait 43 depuis les 15 dernières années. Mais c'est vrai qu'un des premiers, ça consistait à la rénovation du stade Vélodrome à Marseille. Donc, on en est fiers parce que d'abord, il est totalement iconique en termes pour ceux qui aiment le foot, pour ceux qui aiment l'OM. Aussi, on en est fiers parce qu'on venait juste de démarrer Infravia et on a fait un consortium à ce moment-là avec Bouygues Construction, avec la Caisse des dépôts, avec les caisses d'épargne locales. Donc, c'était effectivement un consortium de très haut niveau institutionnel et industriel et financier. Et Infravia a été admis dans ce consortium dès notre création. Donc, on était aussi très fiers de ça. Après, bien sûr, pour ceux qui ont vu la Coupe d'Europe de 2016 pour lequel il a été construit et depuis tout un tas de matchs jusqu'au match de rugby de la dernière Coupe du Monde, on peut admirer la grande qualité de cette infrastructure. Et donc, c'était quoi le rôle d'Infravia dans ces travaux ? Dans ce projet, c'était un rôle très complexe puisqu'on a fait partie du projet dès sa conception. Donc, c'était un partenariat public-privé initié par la mairie de Marseille avec le club comme contrepartie au milieu. Qui était propriétaire du stade Non, la mairie est propriétaire du stade et donc la rénovation a été organisée dans un partenariat public-privé entre la mairie et un consortium. Le consortium, il y avait dedans un investisseur, donc c'était nous. Il y avait un constructeur qui a fait les travaux, c'était Bouygues. Et il y avait des acteurs financiers locaux, on va dire, la Caisse des dépôts et les caisses d'épargne. Et ce consortium-là, depuis le début, c'est-à-dire conception du contrat de partenariat et négociation avec la ville, bien sûr design du stade, donc avec les architectes, etc. Et mise en place de la structuration financière sur laquelle on a été plus actif, mais on a participé à toute la structuration du projet sous son angle contractuel, réglementaire, industriel et financier. Et c'est ça qu'on aime, c'est là qu'on est bon. Et justement, le financier, tu peux nous donner une idée de l'enveloppe que vous avez investie dans le projet ? Alors, c'est un financement très, très structuré. Donc du coup, c'est globalement, il y a 300 millions de coûts de travaux. Une partie a été directement payée par la mairie de Marseille. Ça faisait partie du schéma. Une autre partie était payée par des loyers, en fait, que la mairie va verser au consortium pendant 35 ans. Donc c'est le principe des concessions en quelque sorte. Au bout de 35 ans, la mairie récupère la propriété du stade, mais pendant 35 ans, il paye des loyers à ce consortium pour
pour financer les travaux et l'exploitation et la maintenance. Donc du coup, une partie a été payée par subvention, l'autre partie a été payée par les prêteurs, et puis nous on a assuré la tranche fonds propres qui est nécessaire dans tous les projets. Et donc aujourd'hui, en fait, si je dois décrire le cash flow, c'est-à-dire qu'il y a un très gros investissement au départ, et là, Infravia, en fait, depuis le projet, et encore pendant, 20 ans. Oui, nous on a vendu en fait. Vous avez vendu. Entre-temps, nous, notre conception, c'est de structurer les projets, assister au décollage, en l'occurrence, plus que le décollage, parce que la construction, le décollage, et une fois que le projet roule, j'allais dire, on considère qu'on a fait notre part du travail, on le transmet à un fonds qui a une perspective plus core, comme on dit, qui a une perspective d'investir dans des actifs en opération. Nous, notre perspective, on y reviendra, j'imagine, c'est d'investir dans des actifs qu'on va développer, qu'on va créer dans ce cas-là, ou en tout cas qu'on va étendre. Mais la perspective du projet, on va dire, c'est effectivement, il y a un énorme cash flow au début, que les gens ont tendance à oublier quand ils regardent la rentabilité, mais donc on a investi beaucoup d'argent au début, bon, il faut construire. Et ensuite, l'équilibre financier du projet, il est assez simple, il y a plusieurs paramètres. Un, il y a un loyer payé par la mairie, qui elle-même d'ailleurs sous-loue le stade au club. Donc le loyer de la mairie est baqué par un sous-loyer du club de foot. Mais ça, nous, on n'est pas en contrepartie directe. Deuxièmement, il y a des recettes supplémentaires que le loyer de la mairie, qui vient de l'organisation des concerts ou l'organisation des matchs de l'équipe de France. À ce moment-là, on loue le stade en plus. Ça, c'est les revenus. Et les coûts, ça consiste à rembourser la dette qui ont servi à construire le stade, premièrement. À aussi financer toutes les opérations, parce qu'un stade comme ça s'entretient, ça s'opère. Et puis troisièmement, le reste des flux, et bien évidemment, il va aux actionnaires pour rémunérer la prise de risque et pour rémunérer les fonds propres. Et donc l'opération, pour vous, elle a duré combien de temps, du début jusqu'au moment où vous êtes sorti ? Alors nous, on n'accompagne pas pendant les 35 ans. On est rentré en phase de discussion avec la mairie, puisque c'était quand même un appel d'offres, en 2009. On a été choisi en 2010, donc toute cette phase d'appel d'offres et de pré-structuration, elle a duré 1 an. Ensuite, il y a eu 3 ans de construction, de 2010 à 2013, et nous, on a vendu en 2018, donc pour nous, ça a duré quasiment 10 ans. Ok. Et donc ça, c'est la durée d'un fonds, en fait. Oui, c'était notre premier fonds, ça a été un des premiers investissements du premier fonds, donc ça vient devant toute la durée. Ça a accompagné notre premier vintage, absolument. Et bon, effectivement, au-delà de l'aspect financier qui a été très réussi pour nous, parce que ça a été un succès industriel, un succès commercial, un succès financier, c'est aussi un actif qui dure et qui se voit. Et il y a une phase intéressante aussi, puisqu'il y avait dans les revenus, il y avait un troisième stream de revenus que j'ai oublié, qui était, qu'on avait demandé à la ville de nous autoriser à faire, c'était de mettre un naming. Donc du coup... Okay. Le stade maintenant s'appelle le stade Vélodrome Orange, ce qui permet à Orange de faire la promotion de sa marque également. Ça se monétise Ouais, ça se monétise. C'est une technique qui est assez peu utilisée en France par rapport à l'Angleterre ou par rapport évidemment aux États-Unis ou à l'Asie. À mon humble avis, ça vaut beaucoup plus, mais il faut le valoriser. Il ne suffit pas de mettre son nom et puis d'attendre. Ça ne suffit pas. Pour en tirer la pleine valeur, il faut mettre son nom et puis organiser de l'événementiel autour pour faire briller sa marque, quoi. Ce qu'Orange a commencé à faire, c'est le début. Petite pause pour parler de Finari. Le patrimoine et la gestion, c'est un sujet qui me passionne. Du coup, j'ai créé une app qui permet de tout centraliser. Vous pouvez connecter votre assurance vie, votre PEA, vos comptes bancaires. On gère plus de 20 000 établissements. Vous pouvez aussi suivre l'immobilier, la crypto, les métaux précieux. Bref, vous avez tout au même endroit. On vous aide à économiser de l'argent en débusquant vos frais cachés. On vous permet de suivre vos dividendes et de prévoir vos cash flows à venir. On vous permet aussi de gérer votre budget avec l'accès à toutes vos transactions bancaires. C'est vraiment idéal pour suivre votre patrimoine. Finari, c'est complètement gratuit et si vous voulez débloquer toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% sur notre abonnement. Le code, il est dans la description. On retourne au talk. Et là, tu nous as parlé du projet emblématique, mais on va peut-être faire un pas en arrière. Est-ce que tu peux nous présenter la classe d'actifs que sont les infrastructures ?
Alors, les infrastructures comme classe d'actifs particulière, c'est une sous-classe du private equity. Donc, c'est une niche qui est basée sur plusieurs principes. Et c'est pour ça que nous, on a eu cette idée. Voilà, on a lancé Infravia en 2008. Moi, je connaissais cette classe d'actifs de quelques années avant. L'idée, elle est assez simple. Elle est de dire il faut investir dans nos infrastructures, même dans les pays développés. Il y en a besoin de davantage, des infrastructures de transport, parce que les transports se modernisent, parce que la mobilité évolue, les infrastructures énergétiques, parce que la transition énergétique modifie les besoins, les infrastructures digitales, parce qu'évidemment, plus de data égale plus de besoins, de plus de hard assets pour transporter, stocker ces data. Donc, il y en a besoin de plus. Historiquement, dans un pays comme la France, les infrastructures étaient financées par l'État. L'État a moins les moyens, tout ça. Et donc, ça a basculé vers du financement privé. Ça, c'était vraiment le besoin. L'intérêt pour le financement privé, c'est que c'est une classe d'actifs qui fournit des perspectives long terme, une certaine stabilité, puisque c'est des actifs qui sont en général bien régulés, et ces actifs qui ont évidemment une longue durée de vie. C'est des actifs sur lesquels les revenus sont une certaine stabilité, puisqu'ils ne dépendent pas ni de la météo, ni des taux d'intérêt. Donc, ils offrent une certaine sécurité. Ils offrent de la duration, comme on dit chez les financiers. Donc, beaucoup d'investisseurs long terme, les assureurs, les fonds de pension, ont des besoins aussi de duration. Ils offrent une bonne protection contre l'inflation, ce qui en ce moment est particulièrement utile. Donc, en fait, ils ont un certain attrait pour un bon investisseur institutionnel en termes d'ALM, en termes de matching actif-passif. Donc, la rencontre d'un gros besoin en termes d'investissement, d'un manque de ressources publiques et de l'autre côté d'une bonne adéquation par rapport au passif a créé finalement cette classe d'actifs. Le besoin, il paraît évident. Je pense quand on vit à Paris, on voit le besoin criant qu'il y a de créer de l'infrastructure. Et puis, comme tu as dit, il y a plein de nouveaux usages qui se créent. Est-ce que c'est rentable d'investir en infrastructure ? C'est quoi les taux de rendement qu'on peut espérer ou que vous visez ? Le principe de la finance, il est toujours le même. S'il y a un besoin, le prix va s'ajuster pour que ce besoin soit rempli. Sinon, le besoin n'est pas rempli et donc du coup, ça se fait pas. Les marchés sont efficients sur ça. Les marchés sont à peu près efficients. Alors, la note, c'est que c'est souvent des marchés régulés. Donc, du coup, s'ils ne sont pas efficients, le régulateur, soit il s'ajuste, soit il ne s'ajuste pas. Si le régulateur ne s'ajuste pas, on se retrouve avec des besoins pas remplis. Donc, oui, la réponse est c'est une classe d'actifs rentable dans lequel les financiers acceptent de mettre en balance le fait que c'est un peu moins risqué que le private equity traditionnel et donc c'est un peu moins rentable. En fait, si c'est bien fait, c'est aussi rentable, mais ça, on va y revenir. Et tu disais que c'est pas lié au taux d'intérêt. Ça veut dire que toi, tu vas pas aller chercher de la dette quand tu vas financer un projet ? En tout cas, toi, à titre... Si, bien sûr. C'est des projets qui sont leveragés, dans lesquels on utilise de la dette. En général, c'est pas de la dette classique LBO, c'est de la dette de financement de projet. On va rentrer dans la technique, c'est de financement de projet non-recours, donc c'est un petit peu moins cher, c'est un petit peu plus long terme. Quand les taux d'intérêt montent, le coût du financement monte, et donc du coup, la rentabilité doit augmenter pour compenser ça, ou le prix de l'actif doit baisser pour compenser ça, puisqu'il n'y a pas de raison que les fonds propres prennent l'ajustement pour eux, au contraire même. Sans rentrer dans le détail de ta performance, ce serait quoi la prime qu'il faudrait payer pour qu'un investissement dans un fonds de private equity d'infrastructure soit justifié par rapport à un investissement dans les marchés actions ou dans de l'obligataire, qui n'ont pas du tout les mêmes profils de risque? La relative value est pour moi compliqué à commenter. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est, si j'essaie de donner les tranches, les taux sans risque, ils sont ce qu'ils sont. Donc, ils étaient à 0. Admettons qu'ils soient à 4 aujourd'hui. Je ne sais pas aujourd'hui exactement. La prime de risque d'un projet infrastructure standard par rapport à ça, c'est normalement 5% de plus.
Ça, même si, allez, 5-6% de plus. Pour infravert, on va dire 6. Donc ça veut dire qu'effectivement, quand les taux sont à 0, un projet infrastructure de base, il doit faire du 6. Quand les projets sont à 4, un projet infrastructure de base, il doit faire du 10. Et ensuite, nous, on aime capturer une prime de valeur ajoutée supplémentaire qui est liée au développement des actifs qu'on fait. Alors, on vise 5% de plus qu'on arrive à faire en général, mais pour ça, il faut travailler. Et tu as vu justement l'ajustement à la baisse de certains actifs, des infrastructures. Les prix ont baissé là, concrètement ? Les prix ont baissé en partie, mais ne serait-ce que pour refléter le fait que le coût de la dette a monté, oui. Ok. Oui, ça c'est de la finance de base. C'est de la finance de base, mais on voit typiquement sur le marché de l'immobilier des particuliers, les prix ne sont pas forcément encore ajustés aussi rapidement que les taux d'intérêt ont augmenté. Il y a une espèce de blocage. Non, mais parce que aussi il faut regarder l'équation complète. C'est-à-dire que si l'inflation monte, les taux d'intérêt montent, donc le coût du financement monte, mais les loyers montent aussi, ou les revenus montent de l'inflation. Donc tout ça se compense. Quand on fait un calcul intégré dans la durée, tout ça doit se compenser. Ce qui fait qu'il peut y avoir dans l'immobilier, il y a une baisse instantanée qui est forte, qui n'est pas bien acceptée par le marché. Du coup, le marché se bloque. Dans les infrastructures, c'est plus doux. Donc, du coup, l'impact financier, il est plus bas parce qu'il est surtout compensé par les revenus. Et donc, l'ajustement se fait de manière plus soft. Tu as parlé tout à l'heure du Vélodrome. Vous avez apporté les capitaux propres pour permettre au projet de se faire. C'est quoi les autres modes de financement ou d'investissement que vous faites sur vos projets ? Est-ce que vous achetez, par exemple, aussi des actions ? Est-ce que vous prêtez de l'argent ? Est-ce qu'il y a plusieurs types de financement possibles ? Alors nous, on est un investisseur equity, donc on achète des actions ou on investit dans les fonds propres d'un projet. Ce qui est pareil, dans tout état de cause, on détient la propriété de l'actif, on détient la propriété de la société qui détient l'actif, ce qui est quasiment pareil. Ça, c'est notre fonctionnement en termes de financement. Ce qui est intéressant, c'est de distinguer les deux cas de figure. Les cas de figure où on achète un actif, une société qui existe déjà, et le cas de figure où on crée une société, où on crée un actif qui n'existe pas. Donc ça, c'est des modes... en termes de structuration financière, c'est la même chose. En termes de temporalité, c'est pas forcément la même chose. Et justement, c'est quoi, toi, ce que tu préfères faire ? Racheter quelque chose qui existe ou créer quelque chose en partant de zéro ? Nous, ce qu'on préfère faire, c'est un actif où on fait les deux à la fois, c'est-à-dire on rachète quelque chose qui existe et on le développe. Ça c'est ça qu'on préfère faire, parce qu'en rachetant quelque chose qui existe, on a une équipe, on a une base de départ, on a un fonctionnement qui est déjà éprouvé, on a une rentabilité qui est déjà démontrée, donc ça c'est très sécurisé, et puis ensuite on le développe, et c'est par le développement qu'on crée ce supplément de rentabilité. Tu parlais de la sécurité, du fait d'avoir de la visibilité. C'est quoi les risques qui sont inhérents à cette classe d'actifs ? Alors les risques liés à cette classe d'actifs, ils sont très très référencés et très systématiques finalement. Le premier risque, comme toujours dans un projet industriel, c'est le risque industriel. Donc ça veut dire qu'il faut travailler avec des contreparties, que ce soit nos partenaires industriels, que ce soit les équipes industrielles qui sont dans les sociétés qu'on achète, qui sont éprouvées. Et si jamais c'est pas éprouvé, il faut écrire les matrices de risque qui fassent en sorte que les risques soient offloadés aux personnes adéquates. Ça, c'est du financement de projet classique. Donc nous, on est des financiers, donc on a confiance dans nos partenaires, mais surtout que nos partenaires, ils aient confiance en eux-mêmes et donc ils sachent nous garantir les risques industriels. Donc ça c'est le premier des risques, comme tout projet industriel, c'est industriel. Le deuxième risque, il est réglementaire. En général, on opère dans un cadre régulé, plus ou moins fortement. Un contrat de concession est très régulier. Quand on va dans les télécoms, c'est un environnement qui est régulé. Donc le deuxième risque, c'est que la régulation change. Voilà. Alors en général, c'est assez rare qu'elle change de manière drastique et de manière très pénalisante. Ça arrive de temps en temps, les régulateurs essayent d'optimiser leur position, mais c'est très rare parce que c'est un jeu de long terme. C'est comme le dilemme du prisonnier. Si vous changez les règles une fois, le coup d'après, il n'y a personne qui vient. Donc du coup, les régulateurs trouvent en général le bon niveau de dialogue avec les investisseurs de manière
manière à ce que le cadre soit suffisamment fiable et crédible dans la durée. Ça, c'est le deuxième risque. Et le troisième risque, il est économique, bien sûr. Quand vous investissez sur une autoroute, il faut qu'il y ait du trafic dessus. Ça s'étudie. Et le quatrième, il est financier. Il faut savoir structurer un financement de manière à ce qu'il y ait de la dette, mais pas trop. Il y ait des fonds propres, mais pas trop. Il y ait des risques, mais pas trop. Tu parlais tout à l'heure des changements, des besoins, des modes de vie, la démographie qui change. Le thème numéro 1 qui revient, c'est la transition vers le net zéro, combattre le changement climatique. C'est quoi votre rôle ou le rôle de l'infrastructure dans cette problématique ? Alors, il y a plusieurs tendances de fond quand même. Je veux bien m'arrêter sur celle-là qui en fait partie. Mais c'est vrai que quand on investit dans l'infrastructure, on essaie de regarder qu'est-ce qui va se passer au loin. Les besoins d'infrastructure pour aujourd'hui, c'est une chose. Et les besoins, ça ne change pas tous les jours, mais les besoins en infrastructure pour dans 10 ans, il faut voir qu'est-ce qui va changer. Donc nous, on a l'habitude de dire qu'il y a 3 tendances lourdes qui vont driver ces évolutions. Le premier, c'est la transition énergétique, et je veux bien y revenir. Le deuxième, c'est le digital, qui change quand même tout. Et le troisième, c'est la démographie. Donc la santé, l'éducation, les déplacements, etc. Et quand on essaie de projeter de quelles infrastructures on aura besoin demain, il faut calculer par rapport à ces 3 tendances-là. Il y en a d'autres des tendances, mais celles-là, c'est les principales. Si je reviens à la transition énergétique, en fait, si on passe d'une économie carbonée à une économie décarbonée, bon, sur le papier, c'est très simple. Ça change tout en termes de quoi on a besoin comme tuyaux, comme réseau, comme stockage, comme mode de consommation, comme volume. Et donc, ça génère une évolution de nos infrastructures. Donc nous, on a pris cette tendance-là de manière holistique en regardant qu'est-ce qui va changer sur toutes ces facettes. Pour essayer de simplifier, parce qu'évidemment c'est évidemment complexe, et ça dépend des pays, ça dépend des mix énergétiques de chaque pays, ça dépend de la régulation de chaque pays, ça dépend des engagements climatiques de chaque pays, etc. Mais pour simplifier, on peut simplifier en 4 morceaux. Le premier morceau, c'est évidemment la production d'énergie renouvelable. C'est le plus simple à comprendre. Évidemment, il est compliqué parce que c'est industriel, parce que les régulations sont différentes dans chaque pays. Mais on a beaucoup, nous, investi dans du solaire, dans de l'éolien, dans de l'hydroélectricité pour contribuer à cette production d'énergie renouvelable. En Europe ? En Europe, oui, bien sûr, en Europe. Le deuxième morceau, c'est tout ce qui va concerner le stockage. C'est-à-dire que, évidemment, les énergies renouvelables sont intermittentes, donc elles produisent quand il y a du vent et du soleil, c'est pas forcément le moment où on en a besoin. Et donc, il faut investir dans... Tout ça, ça a des impacts sur les infrastructures habituelles, c'est-à-dire que les réseaux doivent pouvoir encaisser cette volatilité, les outils de stockage, donc c'est facile de stocker du pétrole, c'est pas facile de stocker de l'électricité, donc les batteries, les barrages, et aussi les systèmes de gaz qui sont encore nécessaires pour assurer cette flexibilité. Le troisième, c'est l'efficacité énergétique. Et finalement, on peut investir dans nos bâtiments pour qu'ils soient plus efficients au niveau consommation. Donc ça, c'est assez simple à comprendre, c'est très dur à faire parce que c'est très granulaire et ça peut être vite coûteux. Et il faut noter que on vit, en particulier en France, avec une énergie qui n'est pas très chère, grâce au nucléaire, grâce à la politique énergétique de la France. Et qui dit énergie pas chère dit que ça a beaucoup de vertus, mais dit que du coup, rénover un bâtiment pour le rendre efficace énergétiquement, c'est pas rentable. Parce que l'économie qu'on va faire en termes d'énergie ne paie pas. Donc du coup, soit on ne le fait pas, soit on met en place les systèmes incitatifs ou punitifs pour que ça se fasse. Et le quatrième morceau, pour aller vite, c'est le recyclage. Le recyclage fait aussi partie de la transition énergétique. Et finalement, c'est vrai pour vos appareils ménagers, c'est vrai pour la construction, ça sera vrai demain pour les batteries des voitures électriques. Au plus on recycle, au moins on consomme d'énergie pour arriver au produit final. Donc ces 4 aspects génèrent des opportunités d'investissement qui sont en développement massif pour contribuer à la transition énergétique. Le nucléaire, il fait partie du mix de demain ?
pour toi? Pour moi, il fait partie du mix de demain, mais le nucléaire, le nucléaire est devenu un combat quasi religieux, donc moi, j'ai pas d'avis religieux, j'ai un avis scientifique, d'ingénieur, parce que j'étais ingénieur avant d'être financier. Le nucléaire apporte au mix énergétique une partie stable, qui a beaucoup de vertus, qui a un certain nombre de risques, évidemment, qu'il faut être capable de gérer, qui a un certain nombre de vertus économiques et un certain nombre de vertus énergétiques. Donc évidemment, avec du nucléaire, on peut calculer son mix énergétique de manière plus simple. Ça n'empêche pas qu'il faut gérer les risques. Donc là-dessus, c'est un autre débat. En termes d'investisseurs, infrastructures, par contre, on ne va pas là-dedans parce que ça reste en Europe la chasse gardée des pouvoirs publics. Est-ce qu'il faut arrêter d'investir dans les énergies fossiles pour accélérer la transition vers les énergies décarbonées? Alors c'est une très bonne question. Là, je prends le risque d'être à contre-courant. Je pense que s'il faut le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire la transition énergétique et après arrêter d'investir dans le fossile. À court terme, le pétrole et le gaz représentent 80% du mix. Donc si vous arrêtez d'investir, tout ce que vous allez déclencher, c'est une crise énergétique qui sera donc dévastatrice pour l'économie, pour le social, pour tout. Donc du coup, dans transition énergétique, le mot important, c'est transition. Donc trouvons les moyens de décarboner l'industrie, de décarboner le transport, et là, on pourra baisser les investissements. Si on baisse trop tôt, c'est très risqué. On l'a vu d'ailleurs l'année dernière, au moment où on a cru qu'on était short de pétrole et de gaz à cause des événements en Ukraine et en Russie, on s'est retrouvé potentiellement en grande difficulté. Donc il faut faire les choses dans le bon ordre. Souvent les financiers ont le petit défaut de la parole incantatrice qui consiste à dire je shift mes investissements du brown au green et tout va se résoudre par miracle. Eh ben non, en fait, il faut d'abord trouver les solutions industrielles pour faire cette transition. Donc investissons dans l'innovation, investissons dans les nouvelles énergies et là on pourra arrêter. Alors évidemment c'est la poule et l'œuf. Donc on pourrait dire il faut forcer les financiers à ne plus investir d'un côté et à investir de l'autre pour qu'on trouve les solutions. Moi je dis faisons attention à l'ordre des choses, sinon on va faire plus de mal à court terme que de bien et c'est pas une bonne idée. Tu as parlé des investissements que vous avez faits dans les panneaux solaires. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont emblématiques et qui illustrent bien les besoins auxquels on va faire face? En matière de transition énergétique, nous on a investi dans les quatre poches que je mentionnais. Évidemment, le plus emblématique, c'est le solaire. Donc nous, on a investi dans des actifs solaires, mais on a surtout investi dans des sociétés qui détenaient des actifs solaires avec la stratégie de les développer. Donc c'est facile d'acheter. Si vous achetez un champ solaire, vous n'avez rien changé. Vous avez juste changé l'actionnariat d'un champ solaire. Donc ce qui est intéressant, c'est d'acheter une société qui fait du solaire et de construire beaucoup plus. Donc oui, on a acheté il y a quelques années une société solaire qui avait 100 MW, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Comment s'appelle la société? Elle s'appelait Reden Solar. On l'a revendue 5 ans après, elle faisait 1 gigawatt. Donc on a multiplié par 10 en construisant, en développant nos actifs. Donc ça c'est bon pour la planète et c'est bon aussi pour nos finances parce que finalement le développement est beaucoup plus rentable. Ça c'est aujourd'hui c'est le schéma le plus efficace en termes de capacité d'exécution industrielle et réglementaire. L'éolien est bien aussi. En France, il est contesté, donc du coup, c'est plus compliqué. Donc bon, nous, on va là où c'est plus efficace. Et c'est quoi les pays où c'est plus efficace? Pour l'éolien, c'est pas mal efficace aux États-Unis, on va dire. En Angleterre, dans les pays nordiques, c'est un petit peu contesté. Dans les pays d'Europe du Sud, y compris la France, c'est un petit peu contesté. Je dis pas que les contestateurs ont tort ou raison. Après, ça c'est une analyse, encore une fois, quasi idéologique. D'un point de vue énergétique, les éoliennes sont efficaces, ça c'est sûr. C'est ce que je peux dire. Avant de passer à ta stratégie chez Infravia et ce qui vous rend particulier, est-ce qu'il y a des investissements que tu fais pas pour des raisons écologiques? Oui, la réponse est oui. On n'investit pas dans le charbon parce qu'on pense que
parce qu'on pense que le profil environnemental du charbon est pas bon. Il faut quand même dire que le profil économique du charbon est bon. Donc, du coup, il y a tout un tas d'investisseurs et tout un tas de pays où le charbon reste très actif. Comme l'Allemagne. Ouais, l'Allemagne, l'Inde, enfin, il y en a plein. La Chine, ils ont mis en place une politique assez proactive pour diminuer la part du charbon. Donc ça, on ne le fait pas. Après, moi, ma vision de l'ESG, et elle est aussi sur l'efficacité. C'est-à-dire, je pense que quand on impose une stratégie très très proactive et très volontariste sur l'ESG dans notre investissement, bien sûr c'est pour participer et contribuer au bien de la planète, mais c'est d'abord contribuer à notre performance financière. Donc jamais je vais vous dire je fais un peu de ESG, ça baisse un peu mes returns, mais au moins c'est propre. Jamais on va dire ça. On va toujours dire un bon investissement, au plus il sera ESG, au plus il sera résilient, au plus il sera facile à vendre, au plus il durera longtemps, au plus il aura une acceptabilité sociale forte, donc une utilisation forte, et au final une bonne politique ESG, ça permet de converger des objectifs financiers ambitieux et des objectifs contributifs ambitieux aussi. Donc ça c'est notre en même temps à nous. Voilà. Infravia, c'est 12 milliards d'euros d'encours et c'est un fonds flagship qui est le fonds d'infrastructure. Est-ce que tu peux nous parler de la stratégie que tu appliques pour aller justement débusquer les deals comme racheter un champ solaire et multiplier la capacité par 10 ? Ou une société qui a un champ... Notre stratégie, là où elle a effectivement été très efficace, et je pense qu'on doit avoir les performances parmi les meilleures, en tout cas en Europe, elle est basée sur plusieurs credos très forts. Le premier, c'est que la structuration dont je parlais tout à l'heure, donc l'analyse du risque industriel, l'analyse du risque réglementaire, l'analyse du risque économique, la structuration financière, tout ça, il n'y a pas de compromis. Donc on ne va jamais se dire, tiens, on n'est pas très sûr, mais on y va quand même. Donc il y a une discipline d'investissement qui est très forte. Ça fait 15 ans qu'on fait ce métier, on a fait plus de 40 deals, on n'a jamais perdu de l'argent sur aucun d'entre eux. Au bout de 15 ans, c'est probablement pas un accident, c'est probablement pas par hasard. Le deuxième point, c'est d'identifier les bons secteurs. Donc, tous les secteurs sont valables. Il y a des secteurs sur lesquels il y a des besoins de développement plus forts. D'où la réflexion que je faisais tout à l'heure sur quels seront les besoins de demain, quelles seront les infrastructures de demain, quelles seront les infrastructures qui vont permettre le développement le plus rapide. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur, l'énergie, et les infrastructures digitales. Bien sûr que les infrastructures de transport, les autoroutes, les aéroports, c'est bien, c'est nécessaire, c'est rentable, ça se développe. Ça se développe un peu moins vite. Donc on a mis beaucoup l'accent sur le digital et toutes les infrastructures télécom qui vont avec, et l'énergie. Et ensuite, le dernier point, c'est effectivement arriver à trouver des plateformes, en fait, c'est-à-dire des actifs sur lesquels on va travailler pour les développer. Je vous donnais l'exemple de Reden Solar, qui effectivement, si on avait dit cette société a 100 MW de panneaux solaires, c'est super, on l'achète et on regarde gentiment le soleil briller sur nos panneaux, on aurait eu la vie cool, mais on aurait fait une performance moindre. Donc nous, on a acheté cette société parce qu'on aime ce secteur, parce qu'on sait qu'il peut se développer, parce que l'actif était très bien structuré, parce que l'équipe en place était aussi de très bonne qualité et avait une volonté de se développer. Donc nous, on a fourni le capital ainsi que tout le support intellectuel, relationnel et financier bien sûr, pour les aider à se développer. Bon, donc on fait ça dans le solaire, on fait ça dans les réseaux de fibres, on fait ça dans les data centers, on fait ça dans les actifs de recyclage. Ça a été notre stratégie. Donc ce qu'on appelle une stratégie d'asset management très tournée vers la valeur ajoutée. Ça consiste à dire les actifs infrastructures peuvent être une rente, mais nous on considère que s'asseoir sur une rente, c'est pas suffisant. Tu parlais de data center et tout ce qui est la fibre. J'ai vu que vous avez fait un projet en Pologne où vous êtes associé à Iliad. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet
plus en détail. Oui, alors il faut dire qu'on avait démarré notre partenariat avec Iliad en France. Donc il y a quelques années, on a eu une discussion très très productive avec les gens de Free, donc, qui à ce moment-là avait un accord avec Orange, puisqu'ils louaient le réseau de fibre d'Orange. Et puis à un moment donné, le management de Free s'est dit, bon, c'est bien, ça nous a permis de démarrer, mais finalement si on avait notre propre réseau, ça serait probablement plus efficace économiquement, et surtout plus efficace commercialement, c'est-à-dire ça nous permettrait d'aller plus vite. Et sauf que ça coûte beaucoup d'argent, donc du coup on a fait un partenariat, une joint venture 50-50 entre Infravia et Iliad, pour dire on va développer un réseau de fibres propre sur lesquels qui sera loué à Free. Donc on a monté ce partenariat en France et il est très 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 effectif. Du coup, quand Iliad s'est développé en Pologne. Ils ont racheté d'abord une boîte de mobile, puis une boîte de câbles. Et ils nous ont dit, maintenant, il faut qu'on passe à la fibre, comme on dit, passe à la fibre. Alors là, c'est un tout petit peu différent comme schéma par rapport à ce qu'on a fait en France. Ce qu'il faut, c'est partout où ils ont du câble, il faut le rétrofitter, comme on dit. Donc, il faut transformer le câble en fibre. L'avantage, c'est qu'il y a déjà un client. Et partout où ils avaient des clients mobiles, là, il faut le construire, la fibre. Donc, c'est un projet qui est à la fois de la rénovation, plus de la construction. L'avantage étant qu'on est en partenariat avec un acteur majeur, puisque ce qu'ils ont constitué, c'est un des acteurs majeurs, un des opérateurs majeurs, qui donc nous garantit instantanément des volumes d'utilisation pour notre fibre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Pologne, il y a d'autres opérateurs plus petits qui n'ont pas les moyens d'avoir leur propre réseau, et donc évidemment, on va leur proposer de leur louer notre fibre. Et c'est de là que viendra la plus-value de cet investissement. Toi et tes équipes, ça va être quoi votre rôle opérationnel dans ce type d'investissement ? Alors là, c'est un partenariat industriel avec un acteur majeur. Donc on va dire que la partie, si je simplifie bien sûr, puisque un partenariat qui est très, très effectif, mais la partie financière, donc structurée financièrement, on va s'en charger nous, avec les équipes financières d'Iliad bien sûr. La partie commerciale qui consiste à développer les clients, ils s'en chargent eux, ça c'est leur boulot. Et la partie industrielle qui consiste à organiser sur place les CAPEX, l'investissement, on a nommé ensemble des gens, on a nommé des gens dans cette joint venture, on a nommé des gens qui s'en chargent, et nous on fait notre boulot d'actionnaire avec Iliad en partenariat pour piloter ces gens-là, vérifier qu'ils le font dans le bon timing, dans le bon prix et avec la bonne qualité. Tu as parlé des data centers aussi, vous avez fait quoi dans ce secteur ? On a beaucoup investi, on a investi un peu partout, un peu en France, en Allemagne, beaucoup en Angleterre, encore plus en Suisse. Donc les data centers, évidemment, ont vu une explosion dans leur utilisation avec le développement du cloud. Donc évidemment, les data aujourd'hui, il faut les stocker. Nous, on fournit la coque, on ne fournit pas les serveurs, les logiciels, etc. Ça, c'est les Google Cloud, Microsoft AWS. Azure, Amazon AWS, etc. Donc eux, c'est nos clients. Mais ces gens-là, ils ont besoin d'endroits pour mettre leurs serveurs. Ces endroits-là doivent être sécurisés physiquement, donc ça c'est un peu de l'immobilier, doivent être aussi connectés, donc ça c'est du télécom, c'est de la fibre, et doivent être surtout énergisés. Parce que les serveurs ça consomme, plus ça peut jamais s'arrêter, donc il doit y avoir de la redondance partout, il doit y avoir de la clim, ça consomme énormément d'énergie. Sauf au WH, il y avait de la redondance sur le centre d'à côté. Joker. Moi, j'ai pas travaillé avec eux, donc je ne sais pas, mais eux, ils ont leur propre data center. Ouais. Donc, je sais pas. Ce que je peux dire, c'est que la croissance de ce secteur-là ne va pas s'arrêter de sitôt, et qu'on pourrait croire que ces gens-là, Google et Microsoft, ont assez d'argent pour avoir leur propre data center, mais en fait, ça va tellement vite qu'ils sont aussi amenés à utiliser de la capacité chez des acteurs indépendants. On a parlé un peu des transports, tu as évoqué les aéroports. Il me semble que vous êtes propriétaire, ou vous avez été propriétaire de l'aéroport de Venise. Ça sert à quoi d'être propriétaire de l'aéroport de Venise ? Qu'est-ce que ça rapporte ?
Alors, c'est deux questions différentes. Ça sert à quoi? Alors, d'abord, oui, on est propriétaire de l'aéroport de Venise, on l'est toujours. C'est un aéroport qui est évidemment iconique également. Enfin, en tout cas, la ville est iconique, l'aéroport lui-même aussi. On peut y aller en bateau. C'est assez unique. On peut aller en bateau de l'aéroport à Venise, Exactement. c'est très bien organisé. En fait, quand on est arrivé, l'aéroport avait été sous-investi pendant plusieurs années pour tout un tas de questions à la fois actionnariales, à la fois financières et à la fois réglementaires. L'État italien avait géré ça d'une certaine manière. Nous, au moment où on est arrivé, ça a correspondu à un moment où il y a eu un accord entre la société, c'est pas nous qui l'avons passé, entre la société et l'État pour dire... On va investir, moderniser cet aéroport, l'agrandir aussi et ajuster les tarifs proposés aux compagnies en conséquence. Ces tarifs-là sont régulés également. Donc du coup, on a participé à la modernisation de cet aéroport. Donc ça sert peut-être à ça sert aussi à aller à Venise. Bon, on peut aimer l'aéronautique ou pas, on peut considérer que ça a un rôle plus ou moins positif, plus ou moins négatif dans la transition énergétique. Pour le moment, c'est une moyen de transport qu'on n'a pas remplacé. Donc je reviens à la remarque tout à l'heure sur la transition énergétique. Tant qu'on ne sait pas faire sans. Donc les aéroports ont une utilité pour le moment qu'on ne sait pas substituer. Qu'on peut améliorer. On peut avoir une politique ESG et en particulier énergétique très proactive pour diminuer l'emprise de l'aéroport lui-même et de ses clients qui sont les compagnies aériennes. Donc du coup, est-ce que c'est rentable? Oui, c'est rentable. Comme toujours, il y a une rentabilité de base qui vient de l'état actuel de l'aéroport et il y a une rentabilité supplémentaire sur laquelle on a beaucoup travaillé qui est venue de son expansion. Bon, il se trouve que sur cet actif-là, on a subi 3 ans de Covid. Un petit peu agité, puisque le trafic a légèrement baissé pendant le Covid, mais on s'est aperçu qu'on avait opérationnellement et financièrement, c'est une période qu'on a encaissée. Donc on peut dire que pour nous investisseurs, ça va être un investissement rentable malgré le Covid. Vous avez aussi fait du métro, enfin du moins des transports publics, à Malaga par exemple, et il me semble aussi en Angleterre. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ces projets-là? Donc, c'est des projets de transport collectif. Donc, le tramway en Angleterre, à Nottingham, le métro de Malaga, qui est en fait un tramway. C'est des projets qui ont un impact, évidemment, en termes environnementaux, puisque vous prenez le métro plutôt que de prendre votre voiture. Évidemment, la consommation énergétique n'a rien à voir. C'est des projets aussi qui ont une consonance sociale, puisque vous connectez différents endroits de la ville et de la périphérie au centre-ville. Vous permettez aux gens d'aller au boulot. Bon, ça a des impacts positifs à plein de titres. La complexité financière de ce genre d'investissement, c'est que ça coûte très cher et c'est virtuellement impossible de le rentabiliser juste avec les gens qui payent leur ticket. Donc c'est forcément des projets qui sont un peu subventionnés, ou beaucoup même, qui sont subventionnés par la puissance publique locale ou nationale. La justification de ça est toujours de dire c'est finalement relativement normal, tout le monde profite d'un métro, y compris celui qui ne le prend pas, parce que ça désengorge la ville, parce que ça permet de l'activité économique. Donc que la puissance publique participe au financement au-delà de l'utilisateur, ça a une certaine logique. Donc du coup, la structuration de ces contrats-là est toujours complexe parce qu'une partie du financement, une partie des revenus vient des utilisateurs, une partie des revenus vient de l'accord qui est passé avec les pouvoirs publics. D'ailleurs, il y a beaucoup de villes en France où le métro est public. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas payant, mais il a été financé entièrement sur fonds publics. Ce qui n'est pas le cas partout. L'année prochaine, on va avoir les JO en France. Il y a eu des investissements, ou il y a des investissements massifs dans l'infrastructure. Est-ce que toi, tu t'es positionné sur ce projet? Non, justement, c'est le cas que je mentionnais, que les JO ou le Grand Paris, pour prendre, c'est des investissements qui ont tous été financés sur fonds publics. Donc, il n'y a pas eu d'ouverture en termes de financement. Évidemment, les gens qui vont faire les travaux, c'est les entreprises privées, mais les gens qui les financent, c'est les entreprises publiques.
Probablement la complexité de mettre du financement privé dans un truc aussi enchevêtré et puis le temps aussi que ça prend de structurer tout ça a probablement amené à cette décision. Donc la réponse malheureusement est non. Et comment toi tu juges ou tu évalues l'efficacité des projets d'infrastructure qui ont été mis en place, par exemple dans le cadre du Grand Paris? C'est une équation économique très très complexe en fait, parce que l'avantage des infrastructures, c'est que vous avez des retours indirects quasiment à l'infini. Donc le retour direct que vous avez, c'est l'activité économique par la construction. Donc ça génère de l'emploi, donc des taxes, donc des revenus sociaux. Ça génère des bénéfices chez les entreprises qui font la construction. Donc ça, c'est direct. Mais l'infrastructure, elle est sous-jacente à toute activité économique. Donc normalement, elle est là pour améliorer l'activité économique. Et donc ça génère évidemment de l'emploi, des taxes, et c'est un effet, c'est un cercle vertueux. Voilà, ça génère aussi l'attractivité des territoires, comme on dit. Et donc ça attire des investisseurs, ça attire des investissements, ça génère aussi une revalorisation du foncier, donc ça génère de l'immobilier, etc. Donc les calculs socio-économiques qui sont faits par les pouvoirs publics pour juger de la valeur socio-économique d'un projet d'infrastructure, c'est quelque chose de très compliqué. Normalement, les arbitrages sont faits de manière à mettre en priorité les infrastructures qui ont un retour socio-économique le plus important. Et je pense que c'est ça qui est fait, mis à part un ou deux projets qui ont plutôt probablement une genèse plus politique ou plus symbolique. La plupart des projets d'infrastructure sont faits dans ce sens-là. Infravia, c'est un fonds de private equity, c'est un fonds qui est réservé aux investisseurs qui sont plutôt sophistiqués. Pourquoi ça ne peut pas être, par exemple, un fonds coté où tout simplement vous pourriez être coté en bourse pour que chacun puisse puisse investir et devenir actionnaire de ta boîte? Alors, c'est deux choses différentes. Infravia, c'est un fonds non coté. Il est ouvert les fonds non cotés en France et en Europe sont régulés et donc sont supposés être complexes, et donc n'importe qui ne peut pas y investir. Ça ne veut pas dire que c'est que les institutionnels. Vous pouvez y investir si vous êtes investisseur dit qualifié. Vous pouvez investir aujourd'hui à travers des enveloppes que proposent les banques qui font en fait cette couverture réglementaire. Donc c'est possible d'investir dans nos fonds même si vous n'êtes pas un institutionnel. C'est pas simple parce que c'est régulé, mais c'est possible. Et ça va se démocratiser l'investissement dans des fonds non cotés. On essaye, d'ailleurs les associations de place de private equity essayent d'ouvrir le private equity au grand public, mais il faut faire très attention parce que c'est des investissements complexes et qu'il y a eu des abus historiquement, et que donc aujourd'hui pour accueillir un investisseur privé il faut le faire bien. Ensuite, l'autre chose, c'est d'être coté. Donc, un fonds coté obéit à des règles qui sont très différentes, de cotation permanente et donc de mode de gestion permanent. Une des qualités du private equity en général, c'est qu'on ne gère pas la perf au jour le jour, on gère la perf avec des objectifs de rentabilité en fin de cycle. Ça permet d'appréhender les investissements de manière très différente. Et c'est une des choses qui permet de faire la performance. Je ne dis pas de mal des fonds cotés, chacun fait différemment, mais ce n'est pas les mêmes modes de gestion. Donc moi, il y a quelques fonds infrastructures cotés, il y en a quelques-uns qui ont l'air de très bien marcher, tant mieux pour eux, mais ce n'est pas la règle. Moi, je crois beaucoup à l'alignement entre la durée de l'actif, la durée de son financement et la durée d'investissement de son investisseur. Dès que vous désalignez ça, vous créez des brèches et donc des risques. Donc nous, en tout cas, on est pour les fonds non cotés long terme qui investissent dans des actifs long terme. La deuxième question que tu soulèves, c'est est-ce que Infravia, la société de gestion, doit être cotée ? Il y en a certaines de mes confrères qui se sont cotés avec plus ou moins de bonheur. Moi, je demande juste à quoi ça sert, en fait, de coter, quels sont les objectifs. Si ça nous sert à accélérer le développement d'Infravia, on se posera la question. Si au contraire on considère que ça crée plus de contraintes et que finalement ça gêne notre développement, on ne le fera pas.
Aujourd'hui, on n'a pas besoin. Tu disais qu'un investisseur qualifié peut investir en private equity, à partir de 100 000 euros d'ailleurs. Comment quelqu'un qui ne peut pas réunir cette somme et qui n'a pas le profil de risque adéquat pourrait investir dans des projets d'infrastructure? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? C'est compliqué. C'est compliqué et c'est pas organisé pour aujourd'hui. Et il faut être très prudent. Il y a des questions de liquidité qui se posent. Par définition, moi je regarde, et c'est vrai pour les institutionnels, ils doivent investir des sommes qui sont capables d'immobiliser pour des durées assez longues. Même si on gère très bien, c'est un profil de risque. Donc du coup, tout ça est régulé pas par moi, est régulé par l'AMF et le régulateur, de manière à protéger les investisseurs privés. Donc aujourd'hui, un investisseur non qualifié en dessous de 100 000 euros, il n'a pas de moyen d'investir de manière sécurisée. Infravia a lancé aussi un fonds de métaux rares récemment, avec un investissement d'ailleurs de l'État. Il me semble que c'est la Caisse des dépôts qui a investi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'objectif de ce fonds? Absolument. Donc Infravia, effectivement, a entamé une politique de diversification il y a quelques années. Donc l'infrastructure, ça reste notre flagship. Ça reste 10 milliards sur les 12. Donc c'est notre activité principale. On s'est diversifié dans 3 autres domaines, la tech, l'immobilier et effectivement récemment les métaux critiques. Donc la thèse elle est complexe, il me faut un peu de temps pour l'expliquer, mais finalement le sous-jacent est assez simple. Le sous-jacent, il part de la transition énergétique. Qui dit transition énergétique dit usage massif de l'électricité à la place du pétrole et du gaz. Donc la voiture électrique, par exemple, électricité. Les éoliennes, électricité. Donc tout ça, ça va nécessiter beaucoup plus de métaux. Que ce soit du nickel ou du lithium pour mettre dans les batteries des voitures, que ce soit du cuivre pour consolider les réseaux, que ce soit des terres rares ou du graphite pour mettre dans les moteurs des éoliennes, etc., etc. Ces métaux, donc, ils sont critiques. Ça veut dire qu'ils ne sont pas rares. Il y en a assez sur la planète pour faire toute la transition énergétique. Et en plus, l'avantage par rapport au pétrole et au gaz, c'est qu'une fois qu'on les a consommés, on ne les a pas perdus. Le pétrole et le gaz, une fois qu'on les a consommés, il faut en trouver d'autres. Alors que le métal, si on le recycle, il garde toutes ses propriétés. Donc il y en a assez sur la planète. Mais il n'est pas toujours à l'endroit où il est accessible. Et si on n'y prend pas garde, il peut devenir critique parce que son accès est complexe. Il n'est pas toujours dans les pays les plus faciles d'accès politiquement et même physiquement. Donc, d'où le fait que l'État s'est ému de cette situation. Et il faut dire que les concepts de souveraineté stratégique sont redevenus, entre un petit coup de Covid et un petit coup de guerre en Ukraine, le concept de souveraineté stratégique est redevenu quelque chose d'important, à juste titre, à mon avis. Bon, du point de vue du financier, si on dit demain on aura besoin de 5 fois plus de métaux, parce que c'est de ça qu'on parle, il faut savoir qu'il y a 6 fois plus de métal dans une voiture électrique que dans une voiture thermique. C'est une énorme opportunité d'investissement, tout simplement. Si on regarde l'histoire, la consommation de métaux de cet ordre de grandeur-là, il y en a eu à la fin du 19e, à la révolution industrielle, il y en a eu dans les années, fin des années 40 pour la reconstruction après-guerre, il y en a eu début des années 2000 quand la Chine s'est développée, et il y en a maintenant. Donc c'est une énorme opportunité d'investissement, et je pense que ça sera une des thématiques les plus porteuses des 15 prochaines années. Aujourd'hui, on fait la pédagogie de tout ça, effectivement, parce que tout le monde est en train de s'en rendre compte. En début d'émission, on a parlé du Vélodrome, qui est un projet emblématique. C'est quoi le projet le plus fou qu'on t'ait proposé? Plus fou? Ouais, des projets fous, il y en a beaucoup. Si je reste dans les infrastructures de transport, il y a toujours des gens qui veulent construire des aéroports à des endroits improbables. Il y a toujours des gens qui veulent construire des autoroutes pour relier des endroits improbables. Probablement, les projets les plus fous sont aujourd'hui dans le domaine de l'énergie. La créativité, d'ailleurs c'est très bien, la créativité dans l'énergie aujourd'hui, on voit des choses pour stocker de l'énergie dans la terre, pour stocker de la chaleur,
qui sont intéressantes, d'ailleurs qu'on va nous encourager, mais dans lesquelles on investira une fois qu'ils seront plus éprouvés d'un point de vue industriel. Vincent, tu fais partie des meilleurs gérants d'Europe dans ce que tu fais, peut-être le meilleur. Merci, je ne sais pas. Tu es spécialisé dans les infrastructures, mais tu nous as dit que tu travailles maintenant les métaux rares, tu fais aussi de l'immobilier via Infravia. Est-ce que tu as des conseils que tu peux partager à un investisseur particulier qui pourrait mettre en action pour gérer son patrimoine à lui? Alors, donner des conseils d'investissement à des particuliers, c'est un métier régulé, donc je ne peux pas le faire. Des recommandations. Mais je peux donner mon avis. Longtemps, le non-coté a été une classe d'actifs niche, perçue, avec tout un tas de fantasmes depuis KKR et Barbarian at the Gates dans les années 80. On a considéré que c'était quelque chose d'un peu spicy, d'un peu bizarre. Bon, cette réputation, on voit qu'elle existe encore un petit peu quand on discute avec certaines personnes. Moi, j'encourage les gens à regarder ce qui se passe dans le private equity en général, avec les yeux grands ouverts. C'est une classe d'actifs qui a fait ses preuves, qui s'est industrialisée, qui s'est institutionnalisée. Et qui est prête à être regardée. Ensuite, elle a un certain nombre d'inconvénients, ou en tout cas de caractéristiques. Bien sûr, c'est plus risqué. Bien sûr, c'est pas liquide. Donc, du coup, il faut faire attention dans ces équilibres à mettre de l'argent là-dedans, dont on risque pas d'avoir besoin le lendemain, et qui peut avoir un très bon rendement, mais c'est pas sûr. Au sein de cette classe d'actifs private equity, ce que nous on fait, les infrastructures, les métaux, l'immobilier, la tech, c'est des choses essentielles. Et l'avantage des choses essentielles, c'est que les taux d'intérêt soient à 0 ou à 4, que le PIB soit à plus 2 ou à plus 0, que la France et l'Allemagne s'embrassent sur la bouche ou pas, on a toujours besoin en fait d'énergie, on a toujours besoin de télécom, on a toujours besoin de se déplacer. Ce qu'on appelle les services essentiels et la résilience des services essentiels, c'était des mots un petit peu réservés à notre niche de marché il y a quelques années. Et puis, il y a eu le Covid. Et il y a eu le lockdown et le confinement. Et pendant le confinement, on a vu ce que c'était qu'une activité essentielle. On a vu ce que c'était qu'un besoin essentiel. On a vu ce que c'était la résilience. Et tout d'un coup, les fonds infrastructures se sont dit, nous, on continue à performer, même en confinement. Pourquoi ? Parce que, oui, on se déplace un peu moins, certes, mais on a toujours besoin d'énergie, voire plus. On a toujours besoin de télécom, voire plus. On a toujours besoin de santé, d'éducation, de logistique, parce que même si on est confiné, il faut quand même se nourrir, etc. Et donc, tout d'un coup, la résilience est devenue un mot courant, les services essentiels un mot courant. Et donc, du coup, quand on investit dans nos actifs, les infrastructures et tout ce qu'on a décliné derrière, qui a une cohérence en fait, on investit dans du private equity, donc avec des objectifs de rentabilité supérieure, tout ce qui va avec les risques, la liquidité, que j'oublie pas, au cas où le régulateur m'écoute. Mais on investit aussi dans des services essentiels, dans des choses donc à une utilité directe. Et on investit aussi dans la transformation du monde, le digital, l'énergie en particulier, l'adaptation à une démographie qui change. Et tout ça, on peut avoir la sensation de faire des choses bien, de faire des choses et de les faire de la bonne manière. Voilà. Super. Merci beaucoup Vincent, c'était passionnant et je te dis à très vite. Merci beaucoup.